Je suis la lieutenant-commandée Sandra Kane, 32 ans, et j'ai gagné mon indicatif d'appel, Reaper 0, la nuit où j'ai volé dans une tempête à Kandahar que tout le monde considérait comme impossible. Pendant des années, j'ai cru que la compétence parlerait d'elle-même. J'ai travaillé plus dur, volé plus longtemps, et je suis restée silencieuse pendant que d'autres s'attribuaient le mérite, même quand le respect m'était refusé. Mais quand un amiral des SEAL m'a moqué devant 40 officiers, en m'appelant princesse, comme si je n'avais pas ma place, je lui ai dit mon indicatif. Reaper 0. Et au moment où il l'a reconnu, toute la salle s'est figée. Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un qui n'avait aucune idée de qui il parlait? Si vous avez déjà dû prouver votre valeur à des gens qui doutaient de vous, vous comprendrez ce qui s'est passé ensuite. Avant d'entrer dans les détails, dites-moi d'où vous regardez. Et si vous avez déjà dû tenir bon après avoir été manqué de respect, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous, parce que ce qui s'est passé après ce briefing a tout changé. J'ai grandi dans une famille militaire, du genre où la discipline passait avant le petit déjeuner. Mon père, un mécanicien de la Navy, m'a appris à démonter un moteur avant que j'apprenne à conduire. Ma mère plaisantait, en disant que je saluais avant de parler. Notre maison sentait l'huile de moteur et les uniformes fraîchement repassés. Les conversations au dîner tournaient autour des calendriers de déploiement et des protocoles de maintenance. J'ai appris tôt que la précision comptait, que les raccourcis tuaient des gens et que le respect se gagnait par les actions, pas par les mots. À 17 ans, je m'entraînais plus dur que la plupart des recrues 2 fois plus âgées que moi. Je courais 8 kilomètres avant l'école, passais les week-ends au stand de tir et étudiais les manuels de vol comme d'autres filles lisaient des magazines. Mes amis pensaient que j'étais obsédée. Peut-être que je l'étais. Mais la Navy n'était pas seulement un objectif, c'était un héritage. Mon grand-père avait servi au Vietnam. Mon père avait passé 20 ans à maintenir les jets en vol. C'était le métier de famille, et j'y étais née. J'ai rejoint l'unité d'aviation des opérations spéciales directement après l'école de pilotage, les ailes silencieuses qui travaillaient aux côtés des SEAL. Mon travail consistait en insertion et extraction, faire entrer et sortir l'équipe, peu importe la météo, le terrain ou le chaos. Nous volions bas et vite, en rasant un terrain qui rendrait malades les pilotes commerciaux. Nous atterrissions dans des endroits qui n'étaient pas sur les cartes, ramassions des hommes dont nous ne connaissions pas les noms, et disparaissions avant que quiconque réalise que nous avions été là. C'était un travail dangereux, du genre qui exigeait une concentration absolue et des nerfs que la plupart des gens n'ont pas. Mon indicatif d'appel, Reaper 0, n'avait pas été gagné dans un simulateur. Il venait d'une nuit à Kandahar quand une tempête avait cloué au sol tous les autres pilotes sauf moi. Le vent déchirait notre base d'opération avancée, la visibilité était presque nulle, et une équipe SEAL était coincée à 19, 3 kilomètres de là, avec des blessés qui s'accumulaient. Le commandement les avait déjà considérés comme perdus. Trop risqué, disait-il. La météo est trop mauvaise. On extraira au lever du jour. Mais le lever du jour signifiait des sacs mortuaires, et tout le monde le savait. Je me suis portée volontaire. Mon copilote, un gars discret nommé Alvarez, n'a pas hésité. Nous avons préparé l'appareil sous une pluie horizontale, nous nous sommes attachés, et nous avons décollé dans des conditions qui violaient tous les protocoles de sécurité du manuel. Le vol aller a été l'enfer. Des cisaillements de vent qui nous ont presque retournés 2 fois, visibilité nulle, navigation aux instruments et à l'instinct. Quand nous les avons trouvés, ils étaient entourés, subissaient des tirs de 3 côtés et étaient à leur dernière munition. Nous sommes arrivés en piqué, roteurs hurlants, et avons tenu la position pendant qu'ils chargeaient les blessés. Des traçantes illuminaient l'obscurité autour de nous. J'ai senti des balles percer le fuselage. Alvarez annonçait les rapports de dommages d'une voix qui ne tremblait jamais. Nous les avons sortis, tous. Le vol retour a été pire, surchargé, perte de pression hydraulique, température du moteur en zone rouge. J'ai ramené cet appareil à la maison par discipline et obstination, je l'ai posé durement sur le tarmac, et je l'ai éteint avant que les mécaniciens commencent à crier sur les dommages. Le chef d'équipe, un Master Chief grisonnant, m'a trouvé dans le hangar 1 heure plus tard. Il n'a pas dit grand-chose, juste serré ma main et dit « Tu es Reaper 0 maintenant. » Le nom est resté. J'ai construit ma réputation en silence. Les hommes me respectaient parce que je ne le demandais pas, je faisais juste le travail. J'arrivais tôt, je partais tard,
Et je ne faisais jamais d'excuses. Je volais des missions que d'autres refusaient. J'étudiais les tactiques jusqu'à pouvoir prédire les mouvements ennemis mieux que les analystes du renseignement. J'entretenais personnellement mon appareil, apprenant chaque système, chaque bizarrerie, chaque bruit qui signifiait que quelque chose n'allait pas. La compétence était ma monnaie, et je la dépensais avec soin. Mais au fur et à mesure que je montais en grade, le bruit autour de moi augmentait. La politique du commandement, les égos, et la règle non dite qu'une femme devait se prouver 2 fois plus pour être considérée moitié aussi capable. Des réunions où mes contributions étaient ignorées jusqu'à ce qu'un officier masculin les répète mot pour mot. Des évaluations qui louaient mon attention aux détails, mais remettaient en question ma présence de commandement. L'implication subtile que j'étais bonne pour une femme, pas juste bonne. J'ai appris à naviguer cela, à rester professionnelle, à tout documenter, à laisser les résultats parler plus fort que les plaintes. Pourtant, je restais concentrée. Je croyais que la mission passait avant la fierté. Les hommes avec qui je volais ne se souciaient pas de mon genre quand les balles volaient. Ils se souciaient que je puisse atterrir dans une zone chaude sans broncher, que je connaisse leurs tactiques mieux qu'eux, que je vole à travers l'enfer pour les ramener à la maison. Cela me suffisait. J'avais construit des murs autour du manque de respect. Je l'avais compartimenté. Rangé comme le coup de faire des affaires dans un monde d'hommes. Le Chief Warrant Officer Miller, le mécanicien de vol senior, est devenu une sorte de mentor. Il était de la vieille école Navy, tatoué et bourru, avec 40 ans de service et zéro patience pour l'incompétence. Il me traitait exactement comme il traitait tout le monde, avec des normes exigeantes et une honnêteté brutale. Quand je faisais des erreurs, il me le disait. Quand je faisais du bon travail, il grognait son approbation et passait à autre chose. Cette équité signifiait plus pour moi que n'importe quelle commandation officielle. « Tu es solide », m'a-t-il dit une fois, après une mission particulièrement difficile. Nous faisions la maintenance post-vol, les mains couvertes de graisse, l'odeur du carburant jette épaisse dans l'air. Ne laisse pas le bruit t'atteindre. Continue juste à voler. J'ai pris ce conseil au sérieux. J'ai gardé la tête baissée, me suis concentrée sur le travail et ignoré les commentaires qui venaient vers moi. Les blagues sur si je pouvais gérer les exigences physiques. Les questions sur si j'avais eu un traitement préférentiel. Le surnom que certains des nouveaux gars utilisaient quand ils pensaient que je ne pouvais pas entendre, princesse. Je laissais couler. Nous étions des soldats, les taquineries étaient une monnaie. J'avais entendu pire. J'avais survécu à pire. Mais en y repensant maintenant, je me demande si mon silence était de la force ou de la reddition. Si en ne le dénonçant pas, j'avais donné la permission pour que cela continue. Si les murs que j'avais construits pour me protéger m'avaient en fait juste rendue plus petite. Cette croyance, que la loyauté à la mission signifiait accepter le manque de respect comme partie du paquet, allait être testée de manière que je n'avais pas vu venir. Parce que le respect et la compétence n'auraient jamais dû être des monnaies séparées. Et au moment où je l'ai réalisé, tout a changé. Le premier drapeau rouge est arrivé enveloppé dans une blague. Vous êtes sûre de pouvoir gérer les ops de nuit, madame? Cette tempête pourrait abîmer votre mascara. Des rires ont suivi. Nous étions dans la salle de préparation, en train de nous préparer pour un exercice d'entraînement conjoint. Le commentaire venait d'un nouveau lieutenant SEAL, Fred Coronado, encore assez jeune pour penser que la bravade était la même chose que la confiance. Je l'ai balayé. Nous étions des soldats, les taquineries étaient une monnaie. On m'avait appelé pire. Mais quelque chose dans le rire semblait différent cette fois. Plus tranchant, plus pointu. Au fil du temps, cela a changé. Mes appels étaient ignorés dans les briefings conjoints. Mes rapports étaient revus 2 fois, quand ceux des autres ne l'étaient pas. J'envoyais des plans de vol, qui revenaient avec des questions qui frôlaient l'insulte. Êtes-vous certaine de ces calculs de carburant? De la part d'analystes qui n'avaient jamais assis dans un cockpit. C'était la mort par 1000 coupures de papier. Chacune assez petite pour sembler paranoïaque si je me plaignais, mais collectivement assez lourde pour me ralentir. Un nouveau commandant SEAL, l'amiral Nathan Cole, a pris le commandement de la task force conjointe 6 mois après mon affectation. Il est arrivé avec une réputation qui le précédait, charismatique, bruyant, tout en confiance, le genre d'officier qui commandait par la personnalité plutôt que par la politique. Ses équipes l'adoraient. Il menait les briefings comme un coach de football, tout en discours motivant et tape dans le dos camaraderie. Il avait une énergie contagieuse,
qui remplissait les salles et donnait envie aux hommes de le suivre dans le danger. Mais quelque chose dans son style de leadership me mettait mal à l'aise. Il serrait la main de chaque homme dans la salle et me jetait un regard comme si j'étais un meuble. Pendant les briefings, il maintenait le contact visuel avec les officiers masculins quand il parlait, mais vérifiait sa montre quand je donnais des mises à jour. Il m'appelait princesse quand nous débriefions chérie, quand je questionnais les tactiques. Jamais mon grade, jamais mon nom. Juste des diminutifs qui me réduisaient de pilote à jolie fille jouant à s'habiller. Princesse ici pense que nous devrions ajuster le calendrier d'extraction, a-t-il dit une fois pendant une session de planification conjointe. Les mots étaient enveloppés dans un sourire. Mais le message était clair. Ma contribution était mignonne, pas critique. Les autres officiers ont ri. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais j'ai gardé une expression neutre. Reste professionnel, me suis-je dit. Laisse la performance parler. Mais il y avait quelque chose de plus profond, un courant sous-jacent que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Il me regardait parfois avec une expression qui n'était pas tout à fait de l'hostilité, mais pas du respect non plus. Quelque chose de plus proche de la rancune. Pendant les débriefings de mission, quand je présentais l'analyse post-action, il interrompait avec des anecdotes sur comment les SEAL faisaient les choses avant, comment les tactiques d'extraction fonctionnaient à son époque, comment peut être que les pilotes devraient s'en tenir au vol et laisser les commandants au sol gérer la stratégie. J'ai demandé autour, discrètement. Le lieutenant Alvarez, mon copilote, avait entendu des rumeurs. Cole a perdu 2 hommes il y a des années pendant une extraction ratée. M'a-t-il dit un soir dans le hangar. Nous faisions des vérifications de maintenance, le rythme familier des outils et des diagnostics. Mauvaise météo, contact ennemi, le pilote n'a pas pu tenir la position. L'équipe a dû extraire à pied à travers un territoire hostile. 2 n'ont pas réussi. Mais voici la chose. Les logs de mission ont été rédactés. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Est-ce qu'il a demandé la rédaction? Alvarez a haussé les épaules. Je ne sais pas. Mais il est bizarre avec le soutien aérien depuis. Il s'est arrêté. Surtout pas aux femmes. Ai-je terminé? Il a hoché la tête. Ouais, ça explique certaines choses, pas tout, mais certaines. Si Cole blâmait une erreur de pilote pour la perte de ses hommes, s'il avait passé des années à porter ce chagrin et cette colère, alors ma présence, mon succès dans le type exact de mission qui lui avait échoué, serait un rappel quotidien de son échec. Je représentais tout ce qu'il ne pouvait pas contrôler, pas prédire, pas dominer, par la force de la personnalité. Mais comprendre sa motivation ne rendait pas le manque de respect plus facile à avaler. Pendant un exercice conjoint dans le désert du Nevada, j'ai exécuté une extraction parfaite sous feu simulé, terrain hostile, calendrier serré, 0 marge d'erreur. J'ai sorti l'équipe exactement dans les temps avec une précision de manuel. Pendant le débriefing, Cole a passé 15 minutes à critiquer mon angle d'approche et à questionner si j'avais mis l'équipe en risque inutile en priorisant la vitesse sur la prudence. Avec respect, monsieur, ai-je dit, gardant ma voix stable. La vitesse était l'exigence de la mission. Le scénario appelait à une extraction rapide sous feu ennemi. La prudence aurait signifié des casualties. Il a riposté. Le combat réel est chaotique. Tu ne peux pas juste voler comme une héroïne d'action et espérer que tout se passe bien. La salle est devenue silencieuse. J'ai senti tous les yeux sur moi, attendant de voir comment je répondrais. J'aurais pu argumenter, pointer, que j'avais volé plus de missions de combat que la moitié de son équipe combinée, que mes scénarios avaient été de vraies balles et du vrai sang, que Reaper Zero n'était pas un trophée de participation. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'argumenter aurait confirmé tout ce qu'il voulait croire, que j'étais émotive, défensive, pas assez dure pour ce monde. Compris, monsieur, ai-je dit à la place. Il a souri. Victoire. J'ai quitté ce débriefing en sentant quelque chose que je n'avais pas senti depuis des années. Le doute, pas sur mes capacités, mais sur si la compétence serait jamais assez. Si n'importe quelle quantité de mission parfaite, d'exécution impeccable ou de vie sauvée surmonterait jamais le fait que je ne correspondais pas à son image de ce qu'un soldat devrait être. J'avais passé toute ma carrière à croire que si je travaillais assez dur, volais assez bien, me prouvais assez tédi, le respect suivrait. Mais peut être que j'avais tort. Peut être que pour certaines personnes,
je serais toujours princesse, peu importe ce que je faisais. Cela s'est passé un mardi. Briefing d'entraînement conjoint à Norfolk. Salle pleine d'officiers, d'analystes et de hauts gradés. Être 40 personnes au total, assises en rang face à un écran de projection. Session standard de développement professionnel sur la coordination des opérations aériennes et terrestres. Je suis entrée tôt, uniforme repassé, bottes cirées, prête à discuter de nouveaux protocoles de vol venus du Fleet Command. L'amiral était déjà là, appuyé contre la table à l'avant de la salle, bras croisés, sourire prêt. Il parlait avec un groupe d'officiers SEAL, leur conversation bruyante et facile, le genre de camaraderie qui vient du danger partagé et du respect mutuel. J'ai pris un siège près du milieu, sorti mon bloc-notes et revu mes notes. Juste une autre journée. Juste un autre briefing. La salle s'est remplie rapidement. Les officiers entraient, prenaient des sièges, discutaient à voix basse. Je reconnaissais la plupart d'entre eux, des gens avec qui j'avais travaillé sur diverses ops, pour qui j'avais volé, avec qui j'avais coordonné. Le commandant Reeves, qui gérait la logistique pour les équipes SEAL de la côte Est, m'a fait un signe de tête de l'autre côté de la salle. Le captain Lawson, un officier senior du renseignement avec qui j'avais travaillé en Afghanistan, m'a donné un sourire subtil. Courtoisie professionnelle normale. Rien d'inhabituel. Le briefing a commencé à l'heure. Reeves a passé en revue les protocoles mis à jour, discuté des allocations de nouveaux équipements, revu les rapports post-action des exercices d'entraînement récents. Des choses standards. Puis sont venues les présentations, chaque officier senior prenant un moment pour s'identifier et son rôle pour le bénéfice des nouveaux personnels. Quand ce fut mon tour, je me suis levée. Lieutenant commandé Sandra Kane. Aviation des opérations spéciales, stationné. Attendez. La voix de l'amiral Cole a traversé la salle comme un couteau. Il s'est poussé de la table, ce sourire familier s'étendant sur son visage. La salle s'est tue. Avant que nous commencions, quel est votre indicatif d'appel, princesse? Des rires ont traversé la salle. Pas de tout le monde, mais assez. Le genre de rire qui vous serre la gorge, qui vous dit que vous êtes la blague, pas dedans. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, mais j'ai gardé une expression neutre. C'était un test. Tout avec Cole était un test. J'ai fait une pause, étudié son visage. Il pensait être malin, me mettre sur la sellette, me diminuer devant le leadership senior, rappelant à tout le monde que je n'appartenais pas vraiment. Le rire continuait. Quelques officiers se remuant mal à l'aise, d'autres souriant comme si c'était un divertissement de premier choix. « Reaper Zero », ai-je dit. Ma voix était stable, claire, portant à travers la salle sans effort. Le rire s'est arrêté. Juste comme ça, coupé en plein souffle. L'amiral s'est figé, la couleur se drainant de son visage. Son sourire a disparu, remplacé par quelque chose que je n'avais jamais vu avant. La reconnaissance, le choc, la peur. « Vous êtes » a-t-il commencé, mais n'a pas fini. N'a pas pu finir, parce que Reaper Zero était classifié, connu seulement à travers les rapports de mission. Le pilote qui avait extrait la SEAL Team 9 de la crête de Helmand sous feu après que le commandement les avait considérés comme perdus. L'opération que chaque officier SEAL étudiait, qui était devenue visionnage obligatoire dans l'entraînement tactique avancé, étiquetée simplement comme opérateur féminin inconnu. La mission où des chances impossibles avaient été battues par la compétence, le cran, et un pilote qui refusait d'accepter que certains hommes étaient sacrifiables. J'ai regardé la réalisation le frapper. J'ai vu le moment exact où il a connecté les points, quand l'héroïne anonyme des images classifiées est devenue la femme qu'il avait écartée pendant des mois. Son équipe, les hommes qu'il avait perdus des années auparavant dans cette extraction ratée, avaient fait partie de la task force plus large opérant dans la province de Helmand. Op différentes, calendrier différent, mais même théâtre, même conditions, même chance impossible. La différence était que leur pilote n'avait pas réussi. Moi si. Il avait moqué la personne même qui avait sauvé ces hommes des années auparavant, ou du moins, des hommes d'unité avec qui il avait servi. Des opérations qui ressemblaient exactement à celles qui lui avaient coûté des gens qu'il aimait. Et il l'a réalisée trop tard, devant tout le monde. La salle était absolument silencieuse maintenant. Le capitaine Lawson s'est penché en avant dans son siège, les yeux aiguisés par la reconnaissance.
Il avait été l'officier du renseignement qui avait traité les rapports post-action de la crête de Helmand. Il savait exactement ce que Reaper Zero signifiait. Le commandant Reeves me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu avant. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Pas vraiment. Aucun d'entre eux ne l'avait. L'extraction de la crête de Helmand, a dit Lawson doucement. C'était vous. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête une fois. Jésus-Christ, a murmuré quelqu'un du fond de la salle. L'amiral Cole n'avait toujours pas bougé. Son visage était passé du rouge au blanc à quelque chose de gris et affligé. Ses mains, qui avaient été croisées nonchalamment sur sa poitrine, pendaient maintenant à ses côtés. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a ouverte à nouveau. Les rapports étaient classifiés, monsieur, ai-je dit uniformément. Non redactés pour la sécurité opérationnelle. Protocole standard pour le personnel des opérations spéciales. Un autre long silence. Je pouvais sentir le poids de 40 paires d'yeux sur moi, réévaluant, recalculant, me voyant complètement différemment de ce qu'ils avaient 5 minutes auparavant. La pilote discrète qui faisait son travail et ne faisait pas de vagues était soudain la légende qu'ils avaient regardée sur des images granuleuses de cockpit, celle qui avait fait l'impossible quand tout le monde avait dit que ça ne pouvait pas être fait. Le commandant Reeves s'est éclairci la gorge. Peut-être devrions-nous continuer le briefing. C'était une bouée de sauvetage, une façon de passer outre le moment, de laisser tout le monde prétendre que cela n'était pas arrivé. Mais je savais mieux. Ce n'était pas quelque chose qu'on passait outre. C'était une révélation qui me suivrait Cole, suivrait tout le monde dans cette salle pour le reste de nos carrières. L'amiral Cole a enfin trouvé sa voix. Commander Kane, hey! Lieutenant-commandant, ai-je corrigé doucement. Et, nous devrions continuer, monsieur. Le briefing. Ayez, 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 ayez. Je me suis assise. La salle est restée silencieuse un autre battement, puis Reeves a repris la parole, sa voix un peu trop forte, un peu trop forcée. Le briefing a continué. Mais personne n'écoutait vraiment. Je pouvais sentir les murmures s'accumuler comme la pression avant une tempête. Au moment où nous avons fait une pause pour le déjeuner, l'histoire serait partout. L'amiral Nathan Cole, le commandant SEAL charismatique qui menait ses équipes comme une fraternité, venait de s'humilier publiquement en moquant une pilote dont la réputation éclipsait la sienne. Et pire, en révélant qu'il ne connaissait pas les légendes de son propre domaine, qu'il laissait les préjugés l'aveugler à la compétence, que son jugement était défaillant de la manière la plus fondamentale. J'ai passé le reste du briefing à prendre des notes, poser des questions pertinentes, agissant comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. L'homme qui avait passé des mois à me diminuer ne pouvait plus me regarder dans les yeux. Et tous les autres ne pouvaient s'empêcher de me regarder avec un mélange d'émerveillement et de malaise, comme s'ils avaient découvert qu'ils partageaient une salle avec quelqu'un de célèbre et ne l'avaient pas réalisé. Quand le briefing s'est enfin terminé, j'ai rassemblé mes matériaux et me suis dirigée vers la porte. Les officiers se sont écartés pour me laisser passer, certains hochant la tête avec un respect nouveau, d'autres juste fixant. Je n'ai reconnu aucun d'eux. J'ai juste sorti tête haute, pas régulier, exactement comme j'étais entrée. Mais alors que je passais dans le couloir, j'ai entendu la voix du capitaine Lawson derrière moi, basse, mais portant clairement dans le silence soudain. Elle est ce Reaper, celle de la crête. Bon sang. Les mots se répandent plus vite que les tirs. Le soir, l'histoire avait atteint chaque coin de la base. Le lendemain matin, elle était dans 3 autres commandements. L'amiral ne m'a pas parlé pendant des semaines. Ce qui était bien, nous n'avions rien à nous dire. Mais des murmures me suivaient dans chaque couloir, dans chaque messe, chaque salle de préparation que j'entrais. Elle est ce Reaper, celle de la crête? Bon sang, j'ai regardé ces images en entraînement. Elle a volé à travers ça? Pas possible. Le commandement avait considéré ces gars comme perdus. Elle les a tous ramenés à la maison. Pendant des années, j'avais lutté pour le respect avec une compétence stable, me prouvant une mission à la fois, construisant la crédibilité par la constance et les résultats. Maintenant, j'avais le respect, immédiat, écrasant, incontesté. Mais cela semblait creux. Ce n'était pas de l'admiration pour le travail que j'avais fait chaque jour pendant des années.
C'était de la peur et de la culpabilité entrelacées, de l'émerveillement mêlé à du malaise, la réalisation inconfortable qu'ils avaient eu tort sur moi, de manière qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Les officiers plus jeunes ont commencé à me traiter différemment. Ils se redressaient quand je passais, m'adressaient avec une formalité prudente, demandaient mon opinion sur les tactiques, comme si mes mots étaient des écritures. Certains des officiers seniors, ceux qui m'avaient ignoré en réunion, questionnaient mes rapports, sourient aux blagues de Cole, allaient maintenant hors de leur chemin pour être respectueux. Trop respectueux. Le genre de surcorrection qui vous dit qu'ils savent qu'ils ont merdé et essaient désespérément de le réparer. Je détestais ça. Pas parce que ce n'était pas validant, ça l'était, mais parce que cela prouvait quelque chose que j'essayais de ne pas croire. Que ma compétence n'avait jamais été le problème. Que je pouvais voler 1000 missions parfaites, et cela n'importerait pas autant qu'une révélation dramatique. Que le respect avait toujours été disponible, ils pensaient juste que je ne le méritais pas jusqu'à ce que ma légende devienne impossible à ignorer. Le lieutenant Alvarez m'a trouvé dans le hangar 3 nuits après le briefing. J'étais assise sur le pont, à côté de notre appareil, passant mes mains le long du panneau où nous avions pris des tirs au-dessus de Kandahar. Les trous patchés étaient lisses maintenant, à peine visibles, mais je savais exactement où chacun était. « Ça va » a-t-il demandé. « Bien, tu es une menteuse terrible. » J'ai souri malgré moi. Je suis excellente pour mentir. J'ai menti sur le fait d'aller bien pendant des années. Je l'ai remarqué. Ils disent que tu es une légende. Je ne le suis pas. Je suis juste une pilote qui a eu de la chance une nuit et a fait son travail. Ce n'est pas ce que disent les rapports post-action. Lawson les a sortis, enfin, les résumés non classifiés. Visibilité nulle, feu ennemi soutenu, panne mécanique, appareil surchargé, des pilotes avec 2 fois ton expérience ont refusé la mission. Tu as fait 3 voyages, Kane. 3. Tu as sorti tout le monde, y compris 2 gars qui saignaient à mort. Le docteur a dit que si tu avais été 15 minutes plus tard, il n'aurait pas survécu. Je me souvenais de cette nuit en flash. Le son des rotors hurlant contre le vent, la voix stable d'Alvarez dans mon casque, le poids des hommes blessés chargés pendant que les traçantes coupaient l'obscurité. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, ai-je dit. Non. Tu as fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Il y a une différence. Nous sommes restés assis en silence un moment. Le hangar était calme à cette heure de la nuit, juste le bourdonnement distant des opérations de base, les pas occasionnels des patrouilles de sécurité. Enfin, Alvarez a dit « Tu sais ce qui me dérange le plus dans tout ça ?»« Quoi ?» ?»« Qu'ils aient eu besoin de l'indicatif d'appel. Que ton travail ne soit pas assez. Qu'il ait fallu une légende classifiée pour qu'ils voient ce qui était juste devant eux tout le temps. » Il avait mis des mots sur la chose exacte que j'essayais de ne pas penser. J'ai pensé à chaque fois que j'avais laissé un « princesse » passer, chaque fois que j'avais souri au lieu de le dénoncer, chaque fois que j'avais absorbé le manque de respect et l'avais rangé comme le coup de faire des affaires. Peu. Être que j'avais entraîné les gens à penser que c'était acceptable, que j'accepterais n'importe quoi tant que je pouvais continuer à voler. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, ai-je dit. J'aurais dû pousser en arrière. Peut être, ou peut être qu'ils auraient dû te traiter comme la professionnelle que tu es depuis le premier jour, indépendamment de l'indicatif que tu portais ou des missions que tu avais volées. Peut être qu'ils auraient dû te juger par le travail que tu faisais chaque jour, pas par une histoire dramatique. Je savais qu'il avait raison, mais le savoir ne faisait pas disparaître le sentiment creux. J'ai passé les soirées suivantes dans le hangar, assise à côté de l'appareil qui m'avait porté à travers ces missions, faisant des vérifications pré-vol que je n'avais pas besoin de faire, revoyant des logs de maintenance qui étaient déjà parfaits. Le Chief Miller m'a trouvé là une nuit, portant du café dans 2 gobelets en papier. « Tu te caches » a-t-il dit, m'entendant un. « Je travaille. »« Tu te caches » a-t-il répété. « Je ne te blâme pas, c'est un cirque là dehors. » J'ai pris une gorgée. Noir, sans sucre, exactement comme je l'aimais. Je ne sais pas comment me sentir par rapport à tout ça. Sentez comme vous sentez. C'est permis. Pendant des années, je pensais que si je gardais la tête baissée et faisais du bon travail, ça suffirait. Il s'avère que non. Il a fallu une révélation dramatique devant 40 personnes pour obtenir le respect que j'aurais dû avoir tout du long. Qu'est-ce que ça dit ? Miller s'est installé sur une boîte à outils,
son visage buriné pensif. Ça dit que les gens sont stupides. Ça dit qu'ils croient ce qu'ils veulent croire jusqu'à ce que la réalité leur donne une claque au visage. Mais voici la chose, Kane. Tu as toujours eu mon respect. Toujours eu le respect de tous ceux qui ont vraiment travaillé avec toi. Les gens qui ont volé avec toi, entretenu ton appareil, compté sur toi pour les ramener à la maison. Nous savions. Ceux qui ne savaient pas, ne faisaient pas attention. Cole ne faisait pas attention. Cole faisait attention à toutes les mauvaises choses. Son problème? Pas le tien. Il a perdu des hommes, Miller. Il y a des années. Extraction ratée. Mauvaise météo. Je pense qu'il porte ça depuis. Miller a hoché la tête lentement. J'ai entendu parler de ça. Mauvaise affaire. Mais ça n'excuse toujours pas qu'il te traite comme si tu étais incompétente. Tu n'as pas échoué avec ces hommes. Un autre pilote l'a fait, ou peut, être que personne n'a échoué. Peut, être que c'était juste de la malchance et des circonstances pires. De toute façon, le prendre sur toi était un leadership pourri. Tu n'as plus rien à prouver, m'avait dit Alvarez plus tôt. Mais il avait tort. Ce n'était pas à propos de preuves. C'était à propos de Reclaim le récit, pas comme la sauveuse anonyme, pas comme la nouveauté femme en uniforme, mais comme une soldate qui avait gagné sa place de la même manière que quiconque, par le travail, par la constance, par la compétence démontrée chaque jour. L'indicatif d'appel n'était qu'un nom. Le respect qu'il commandait était construit sur une nuit, une mission, une situation impossible. Mais j'avais volé des centaines de missions. J'avais formé des dizaines de pilotes. J'avais coordonné d'innombrables opérations qui s'étaient passées parfaitement parce que j'avais fait mes devoirs, anticipé les problèmes et exécuté avec précision. Ce travail comptait. Ce travail était moi. Je ne pouvais pas contrôler comment les gens me voyaient. Je ne pouvais pas les forcer à reconnaître la compétence quand le préjugé était plus facile. Mais je pouvais contrôler comment je me voyais moi-même. Et j'en avais fini de me rétrécir. Fini d'accepter princesse comme prix d'admission. Fini de prétendre que le manque de respect était en quelque sorte séparé du travail. Je demande une réaffectation, ai-je dit à Miller. Il a levé un sourcil. Où? Position de commandement conjoint. Opération de la flotte. Rôle de leadership. Ça te mettra dans la chaîne de commandement de Cole. Pas pour longtemps. Je vais autour de lui. Miller a souri, une vue rare. Quand les conseils de promotion se sont ouverts, j'ai soumis mon dossier sans raccourci, sans endorsement, sans faveur. Juste mon historique de service, mes rapports de mission, mes qualifications. J'ai demandé une réaffectation à une position de commandement conjoint directement sous les opérations de la flotte. Ça signifiait contourner Cole entièrement, aller au-dessus de sa tête vers la structure de commandement régional, où les décisions étaient prises par des amiraux qui ne se souciaient pas de la politique des task force. La paperasse est passée par les canaux. J'ai attendu. Les positions de commandement ne s'ouvraient pas souvent, et la compétition était féroce. Mais j'avais quelque chose que la plupart des candidats n'avaient pas. Un dossier de service qui parlait pour lui-même une fois qu'on se donnait la peine de le lire. Et maintenant, grâce à cette révélation dans la salle de briefing, les gens le lisaient. 2 semaines plus tard, Cole m'a appelé. Son bureau était exactement ce qu'on s'attendait. Murs couverts de commandations, photos d'équipes SEAL et de lieux exotiques, pièces de défi de diverses unités exposées derrière du verre. Il était assis derrière son bureau quand je suis entrée, paraissant plus vieux que dans mon souvenir, l'arrogance diminuée. « Vous avez demandé un transfert, hâté, il dit. Pas de préambule, pas de bavardage. »« Oui, monsieur. Position de commandement conjoint. Vous pensez pouvoir diriger des SEAL ?» Il l'a dit doucement, sans le mordant habituel, comme s'il voulait vraiment savoir. « Je ne sais pas, monsieur, mais je pense pouvoir coordonner le soutien aérien pour les opérations spéciales mieux que quiconque que vous avez. C'est la position pour laquelle je postule. » « Vous pensez qu'ils vous suivront ?» J'ai rencontré ses yeux. « Ils l'ont déjà fait. » Silence. Il a regardé son bureau, un dossier que j'ai reconnu comme mon jacket de service. Il l'avait lu, probablement pour la première fois en faisant vraiment attention. Je pouvais voir le moment où ça l'a frappé. Le poids pur des missions, la constance des résultats, la trajectoire ascendante stable d'une responsabilité croissante et d'une exécution impeccable. « Crête de Helmand, hâté, il dit enfin. Vous avez sorti la Team 9. Tous. Oui, monsieur.
J'ai perdu 2 hommes dans une OP similaire. 3 ans avant ça. Extraction ratée. Mauvaise météo. Le pilote n'a pas pu tenir la position. L'équipe a dû se déplacer à pied à travers un territoire hostile. Johnson et Peters n'ont pas réussi. Je suis désolé pour votre perte, monsieur. Il a hoché la tête lentement. J'ai blâmé le pilote. Passé des années à penser que si nous avions juste eu quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus dur, quelqu'un prêt à pousser à travers les conditions impossibles, peut-être que mes hommes seraient rentrés. Ou peut-être que ce pilote a fait tout ce qui était humainement possible et ça n'a pas suffi. Les missions échouent parfois. Pas à cause de l'incompétence, mais parce que les chances sont impossibles et la chance s'épuise. Mais vous avez réussi. J'ai eu de la chance. Le vent a tourné exactement au bon moment. Mon copilote était exceptionnel. Le chef d'équipe a gardé la tête froide. Une douzaine de choses auraient pu mal tourner et ne l'ont pas fait. J'étais bonne, monsieur, mais j'étais aussi fortunée. Il m'a regardé un long moment. Je suis honnête. De bons résultats requièrent de la compétence et de la chance. J'avais les deux cette nuit-là. D'autres pilotes tout aussi compétents n'ont eu ni l'un ni l'autre. Ça ne les rend pas des échecs. Ça les rend humains. Il a fermé le dossier. J'ai essayé de bloquer votre transfert. Appelé des gens. Fait des arguments sur la cohésion de l'unité et la disruption opérationnelle. Vous devriez le savoir. Je me suis dit que vous le feriez, monsieur. Mais la paperasse est allée au-dessus de moi. Quand le comité de revue a vu Reaper 0 sur le côté classifié de votre dossier, des portes se sont ouvertes que je ne pouvais pas fermer. Le capitaine Lawson a plaidé pour vous. Ainsi que le commandant Reeves. Apparemment, vous avez fait une forte impression. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu. J'ai reçu un blâme. A-t-il continué. Conduite indigne. Rien qui mette fin à la carrière. Mais c'est dans mon dossier maintenant. L'amiral Chin, mon patron, m'a tiré dedans et expliqué, en détail, exactement à quel point j'avais merdé. A appelé mon comportement un échec de leadership et incompatible avec les valeurs de la Navy. Il n'avait pas tort. Monsieur, non. Laissez-moi finir. Il s'est levé, est venu autour du bureau, mais n'est pas venu trop près. J'ai laissé le chagrin et la frustration se transformer en rancune. Je l'ai prise sur vous parce que vous représentiez tout ce que je ne pouvais pas contrôler, pas prédire, pas dominer par la force de la personnalité. Vous étiez bonne exactement dans la chose qui m'avait échoué, et au lieu de respecter ça, j'ai essayé de le diminuer. C'était faux. Vous méritiez mieux. La mission méritait mieux. C'était le plus honnête que je l'avais jamais entendu. Pas d'arrogance, pas de blague. Juste un homme confrontant ses propres échecs. Une partie de moi voulait accepter l'excuse et passer à autre chose. Une partie de moi était encore en colère. Vous m'avez appelée princesse devant 40 officiers, ai-je dit doucement. Vous m'avez fait une blague. Fait penser à eux que j'étais incompétente quand j'avais passé des années à prouver le contraire. Avez-vous une idée de à quel point j'ai travaillé dur pour être prise au sérieux? Combien de fois j'ai avalé le manque de respect parce que le dénoncer aurait juste confirmé que je suis trop sensible, trop émotive, pas assez dure pour ce monde. Je sais, et je suis désolée. Désolée ne répare pas. Le dommage est fait. Ces officiers, certains d'entre eux me souviendront toujours comme la blague que vous avez faite, indépendamment de ce qu'ils ont appris après. Il a hoché la tête. Vous avez raison, je ne peux pas l'annuler. Mais je peux promettre que ça n'arrivera plus. Pas de moi. Et pas de quiconque dans mon commandement si je peux l'aider. Je voulais le croire. Je voulais penser que les gens pouvaient changer, qu'un moment d'humiliation publique pouvait enseigner la leçon que des années de compétence n'avaient pas. Mais j'étais dans l'armée depuis assez longtemps pour savoir que les mots étaient faciles et le suivi rare. Nous verrons, ai-je dit. Votre transfert est approuvé. Vous serez réaffecté aux opérations de la flotte dans 60 jours. Position de commandement conjoint, coordonnant le soutien aérien à travers toutes les unités d'opération spéciales de la côte Est. C'est une promotion, pas en grade encore, mais en responsabilité. Vous dirigerez la planification aérienne pour les opérations majeures. Merci, monsieur. Ne me remerciez pas. J'ai lutté contre. Vous l'avez gagné malgré moi, pas grâce à moi. J'ai quitté son bureau en sentant quelque chose que je n'attendais pas. Pas de la satisfaction exactement.
mais de la résolution. Cole a reçu un blâme, mais il a gardé son poste. Son influence serait diminuée, sa réputation ternie, mais il survivrait. Peut être que c'était assez. Peut être que la responsabilité ne signifiait pas toujours la destruction. Parfois, ça signifiait juste des conséquences et la chance de faire mieux. Un leadership sans intégrité corrompt la mission. Je l'avais vu se dérouler en temps réel, regarder comment le préjugé non contrôlé d'un homme avait empoisonné l'environnement pendant des mois. Mais j'avais aussi vu le système, imparfait qu'il était, se corriger éventuellement, lentement et imparfaitement, mais se corriger néanmoins. Alors que je marchais à travers la base vers le hangar, je passais des groupes d'officiers juniors en conversation. Certains d'entre eux se redressaient quand ils me voyaient, offraient des signes de tête respectueux. D'autres fixaient juste, probablement encore en train de processer l'histoire, qui était devenue une légende de base. Je les reconnaissais avec un professionnalisme discret et continuais à marcher. Cette nouvelle position serait différente. Plus d'autorité, plus de visibilité, plus de pression, mais aussi plus d'opportunités de façonner comment les opérations étaient menées, comment les pilotes étaient évalués, comment la compétence était reconnue indépendamment de qui l'incarnait. Je serais en position d'avocat pour les autres de la manière que personne n'avait d'avocat pour moi. Cette pensée m'a porté en avant, à travers le doute et le sentiment creux et la colère persistante. Pas de revanche, pas de vindication. Juste la possibilité que je pouvais rendre le système un peu mieux, un peu plus juste qu'il ne l'avait été pour moi. Le commandement était différent. Chaque décision était un test, pas de tactique, mais de combien d'espace j'étais autorisé à prendre. La position me mettait en charge de coordonner le soutien aérien pour les opérations spéciales à travers tout le théâtre de la côte Est. J'interfaçais avec les équipes SEAL, Marine Force Recon, Army Special Forces, coordonnant insertion, extraction, soutien aérien et réponse d'urgence. L'envergure était massive, la responsabilité intense et l'examen constant. Certains hommes hésitaient encore quand je donnais des ordres. Pas les pilotes. Ils connaissaient l'aviation et respectaient la compétence. Mais certains commandants au sol faisaient une pause avant d'exécuter mes instructions, ce délai subtil qui disait qu'ils avaient besoin d'un moment pour surmonter leurs instincts, pour accepter que les ordres de cette femme étaient légitimes. J'ai appris à le reconnaître, à l'adresser directement sans être confrontationnel. Problème avec le plan de vol, capitaine ? Demandai-je, voix neutre. Non, madame. Juste en train de confirmer les détails. Les détails sont dans votre brief. Si quelque chose n'est pas clair, demandez maintenant. Nous exécutons dans 20 minutes. Direct. Professionnel. Pas de place pour l'hésitation. La plupart d'entre eux s'ajustaient rapidement. Quelques-uns ne s'y habituaient jamais tout à fait, mais ils suivaient les ordres quand même parce que les résultats étaient indéniables. Dans les 6 mois, j'ai coordonné 2 ops d'extraction réussis dans des zones de conflit que d'autres avaient refusé de toucher. La première était un sauvetage humanitaire en Somalie, équipe médicale coincée par des forces de milices, soutien aérien local compromis, météo se détériorant rapidement. Tous les autres commandements avaient dit que c'était trop risqué. J'ai analysé le terrain, coordonné avec un contrôleur de combat de l'air force au sol, et conçu une approche de vol qui utilisait le terrain pour masquer notre vecteur d'approche. Nous sommes entrés bas, vite et salement, extrait 14 personnes sous feu, et partis avant que la milice puisse organiser une résistance efficace. La seconde opération était une extraction d'équipe SEAL d'une position compromise en Syrie. Échec du renseignement les avait mis dans une zone chaude, avec des forces ennemies fermant de 3 côtés. Les routes d'extraction traditionnelles étaient bloquées. J'ai coordonné une approche multi-appareils, des hélicoptères leurs attirant le feu pendant que l'appareil principal arrivait d'un angle inattendu. Nous les avons sortis avec 0 casualties. Le chef d'équipe, un commandeur que je n'avais jamais rencontré avant, m'a serré la main après et a dit « C'était du manuel. Mieux que du manuel. » L'indicatif d'appel Reaper 0 a cessé d'être une histoire de fantôme et est devenu un standard. Les nouveaux pilotes étudiaient mes plans de mission. Les scénarios d'entraînement incorporaient mes tactiques. Les écoles de vol analysaient mon processus de décision pendant la crête de Helmand et l'utilisaient pour enseigner la gestion de crise. La légende qui avait autrefois été anonyme était maintenant attachée à mon nom, et avec elle venait une crédibilité qui ouvrait des portes que j'avais précédemment dû forcer.
Mais avec la visibilité venait la vulnérabilité. Chaque décision que je prenais était examinée plus lourdement que celle de mes pairs. Quand les commandants masculins faisaient des appels de jugement qui ne marchaient pas, c'était noté et passé. Quand je faisais des appels similaires, il y avait des questions sur si j'étais adapté pour la position. Le double standard était épuisant, mais ce n'était pas nouveau, juste appliqué à un niveau plus élevé. Cole a disparu du premier plan pendant ces mois. Il commandait toujours sa task force SEAL, mais nos chemins se croisaient rarement. Son influence au sein de la communauté des opérations spéciales avait diminué. Les officiers qui cherchaient autrefois son approbation travaillaient maintenant autour de lui. Les jeunes SEAL passant par l'entraînement entendaient parler de lui comme un comte de mise en garde, le commandant qui avait laissé les préjugés l'aveugler à la compétence. La rumeur disait qu'il avait demandé une retraite anticipée. Si c'était volontaire ou encouragé d'en haut, je ne savais pas. L'ironie était discrète mais tranchante. L'homme qui avait moqué mon nom portait maintenant son ombre partout où il allait. Les officiers qui avaient ri à ses blagues dans cette salle de briefing se souvenaient maintenant de leur complicité avec embarras. Certains s'excusaient directement auprès de moi, des conversations maladroites où ils essayaient d'expliquer qu'ils n'avaient pas vraiment trouvé ça drôle, ils avaient juste suivi. J'acceptais leurs excuses sans commentaire. Il n'y avait pas de sens à relitiguer ça. Le passé restait le passé. Quant à moi, j'ai appris à manier l'autorité différemment. Pas par la peur ou la colère, mais par la précision, la patience et l'exemple. Je dirigeais de l'avant quand nécessaire, et de l'arrière quand approprié. Je donnais du crédit généreusement et prenais la responsabilité complètement. Quand les opérations réussissaient, je mettais en avant les pilotes et les équipes au sol qui exécutaient. Quand les opérations échouaient ou s'en approchaient, je possédais la planification et faisais des ajustements. J'ai aussi fait un point d'encadrer les officiers plus jeunes, hommes et femmes. Je tenais des heures de bureau où le personnel junior pouvait venir discuter tactique, poser des questions, exprimer des préoccupations. Je revoyais leurs plans de vol personnellement et fournissais un feedback détaillé. Je plaidais pour eux quand les conseils de promotion arrivaient, écrivant des recommandations basées purement sur la compétence et le potentiel. Une jeune pilote féminine, Lancine Harper, est devenue une sorte de protégée. Elle me rappelait moi à cet âge, affamée de se prouver, travaillant 2 fois plus dur, avalant le manque de respect, parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait d'autres options. Après l'avoir vue endurer une série de commentaires dédaigneux d'un officier senior de la logistique, je l'ai prise à part. « Tu n'as pas à accepter ça », lui ai-je dit. Si tu restes silencieuse, ils penseront que le manque de respect est acceptable. Il y a un équilibre. Tu n'as pas à tolérer tout, mais tu dois choisir tes batailles avec soin. Documente les incidents. Construis ton dossier. Puis, quand tu pousses en arrière, tu le fais d'une position de force. Elle paraissait incertaine. C'est ce que vous avez fait ? Non. Je suis restée silencieuse trop longtemps. Les laisser s'accumuler jusqu'à ce qu'un moment change tout, mais j'essaie de faire en sorte que tu n'aies pas à suivre ce chemin. Tu ne devrais pas avoir besoin d'une révélation dramatique pour obtenir le respect de base. Ils disent que vous êtes Reaper 0. La pilote de la crête de Helmand. Je le suis, mais c'est une mission d'il y a des années. Ce qui compte plus est le travail que j'ai fait hier. Ce que je ferai demain. La légende ouvre des portes, mais la compétence les garde ouvertes. Souviens-toi de ça. Elle a hoché la tête. Et j'ai vu quelque chose changer dans son expression, la détermination remplaçant la résignation. Quelques semaines plus tard, j'ai entendu qu'elle avait formellement rapporté l'officier de la logistique pour conduite non professionnelle. La plainte a été retenue. L'officier a reçu un counseling. Petite victoire, mais significative. J'ai réalisé que ça, créer de l'espace pour la génération suivante pour être traité équitablement dès le départ, était plus important que n'importe quelle mission individuelle. J'allais voler. Le leadership n'était pas juste sur l'exécution d'opérations. C'était sur façonner la culture, établir des standards, démontrer par l'action que la compétence comptait plus que les démographiques. Mais le travail était lent. Changer la culture institutionnelle était comme essayer de rediriger une rivière. Tu ne pouvais pas le faire tout d'un coup. Tu devais déplacer une pierre à la fois jusqu'à ce que le courant change. Certains jours semblaient comme du progrès, d'autres comme lutter contre la gravité. J'ai appris à mesurer le succès en petits incréments. Un officier junior donnait une évaluation juste, un pilote promu basé purement sur le mérite.
une salle de briefing où le genre ne devenait jamais partie de la conversation. Le Chief Miller m'a visité dans mon nouveau bureau un après-midi, regardant autour de la décoration sparse, mes commandations sur un mur, une photo de mon ancien appareil sur le bureau, rien d'autre. « Tu t'installes » a-t-il demandé. « C'est bizarre d'avoir un bureau au lieu d'un hangar. »« Tu manques le vol. » Ce n'était pas une question, tous les jours. Mais ça compte aussi. Peu, être plus. Il a hoché la tête. Tu fais du bon travail, Kane. Tu changes les choses. Les gens remarquent. Certains résistent. Ils le font toujours. Mais la résistance signifie que tu pousses des limites qui ont besoin d'être poussées. Continue. Cette conversation est restée avec moi à travers les jours plus durs, quand la résistance semblait écrasante et le progrès impossible. Le changement se produisait lentement, imparfaitement, mais se produisait. La Navy n'était pas parfaite. La communauté des opérations spéciales n'était pas parfaite. Mais elle était meilleure qu'elle ne l'avait été 6 mois auparavant, et elle serait meilleure dans 6 mois. Ça devait suffire. Le respect gagné par les résultats, pas par le grade. C'était le standard que je me fixais, et à tous sous mon commandement. Et lentement, à contre-cœur, la culture a commencé à changer. Des mois plus tard, à un gala de la Navy à Washington, Cole m'a approché. L'événement était formel, uniforme de cérémonie, leadership senior de toute l'armée, le genre de networking obligatoire qui vient avec le grade. J'étais debout près du bar, sirotant un verre et faisant du small talk avec le capitaine Lawson sur les allocations budgétaires quand j'ai vu Cole se frayer un chemin à travers la foule. Pas de sourire, pas d'arrogance. Juste un homme portant le poids de sa propre fierté. Il avait vieilli dans les mois depuis que je l'avais vu. Il ressemblait à quelqu'un qui avait fait un dur travail interne et n'avait pas tout à fait fini. « Commander Kane », a-t-il dit. « Bien sûr, amiral. » Nous nous sommes déplacés vers un coin plus calme, loin de la foule principale. Cole tenait son verre, mais ne le sirotait pas, l'utilisait juste comme quelque chose à faire avec ses mains. « Je ne savais pas », a-t-il dit enfin. « Si je l'avais su, vous m'auriez traité différemment, ai-je terminé. C'est le point. » Il a hoché la tête lentement. « Vous étiez celle qui a sauvé mes hommes. » Team 9. Crête de Hellman. J'ai servi avec 3 de ces gars dans un déploiement antérieur. Johnson et Peters, les hommes que j'ai perdus, faisaient partie du même bataillon, hop différentes, mais même période. Quand j'ai entendu parler de l'extraction de la Crète, d'un pilote tirant l'impossible quand tout le monde avait abandonné, j'ai ressenti, je ne sais pas, en colère peu, être, comme pourquoi ce pilote n'avait pas pu être là pour mon équipe. Pourquoi certains opérateurs obtiennent des miracles pendant que les miens obtiennent des sacs mortuaires? J'avais soupçonné quelque chose comme ça, mais l'entendre confirmer était différent. Vous me ressentiez avant même de me rencontrer. Je ressentais ce que vous représentiez. Succès où j'avais connu l'échec. Compétence dans l'exact domaine où je me sentais le plus impuissant. Et quand il s'est avéré que vous étiez une femme, il s'est arrêté. Ça a confirmé tous vos biais, ai-je dit, rendu plus facile de me écarter. Si j'étais juste en train de jouer au soldat, alors votre échec n'était pas vraiment sur les chances impossibles ou la malchance. C'était sur ne pas avoir quelqu'un d'assez bon. Et si je n'étais pas vraiment bonne, alors le pilote qui n'a pas pu sauver vos hommes ne l'était pas non plus. C'est laid. Nous sommes restés en silence un moment. Autour de nous, le gala continuait. Officier networking, racontant des histoires de guerre, construisant des carrières par la conversation. Le monde continuait à tourner pendant que nous gérions les débris des erreurs passées. Vos hommes se sont sauvés eux-mêmes, ai-je dit enfin. Ceux de la Crète. Je n'ai fait que piloter l'appareil. Ils ont gardé la tête froide sous feu, chargé les blessés efficacement, fourni un feu de suppression quand nous en avions besoin. Ils ont tout fait correctement. Je les ai sortis parce qu'ils l'ont rendu possible. Vous êtes modeste à nouveau, je suis précise. De bons résultats requièrent que tout le monde fasse sa part. Je peux voler à travers l'enfer, mais si l'équipe au sol s'effondre, nous mourrons tous. Vos hommes, Johnson et Peters, je suppose qu'ils ont tout fait correctement aussi. Parfois les chances sont juste impossibles et la compétence n'est pas assez. Cole a regardé son verre. Le pilote qui a volé cette mission, il a pris sa retraite 6 mois plus tard. Ne pouvait pas vivre avec. Je l'ai blâmé pendant des années. Pensé qu'il avait étouffé,
fait le mauvais appel, n'était pas assez dur. Mais j'ai relu le rapport post-action récemment. Vraiment lu, pas juste en cherchant quelqu'un à blâmer. Les conditions étaient impossibles. Il a fait 3 tentatives pour les atteindre, pris des tirs qui ont endommagé son appareil, presque craché 2 fois. Il a fait tout ce qui était humainement possible. Ça n'a juste pas suffi. Et vous réalisez ça maintenant. Je réalise que j'ai passé des années à être en colère contre les mauvaises personnes, contre des pilotes qui ont volé des missions impossibles, contre vous pour avoir réussi où d'autres ont échoué, contre moi-même, pour ne pas pouvoir contrôler des résultats qui n'étaient jamais contrôlables. Ça a été éducatif. Il y avait quelque chose de presque brisé dans sa voix. Ce n'était pas le commandant charismatique qui était entré dans cette salle de briefing des mois auparavant. C'était quelqu'un qui avait été forcé de confronter des vérités fondamentales sur lui-même et n'avait pas aimé ce qu'il avait trouvé. « J'essaie de faire mieux », a-t-il dit. « J'ai encadré des officiers plus jeunes, femmes incluses, discrètement, pas de discours, pas de grands gestes, juste essayer de m'assurer qu'ils ne font pas face à la merde que vous avez face de moi. J'ai entendu que l'ancienne Harper a mentionné que vous avez plaidé pour elle pendant une dispute d'évaluation récente. » Il a paru surpris. « Elle vous l'a dit ? C'est une des miennes. » Je garde trace. Elle est bonne, pilote talentueuse, esprit tactique aiguisé. Me rappelait un peu vous, en fait. Ça m'a mis mal à l'aise au début, comme si l'univers me forçait à confronter mes erreurs répétitivement. Mais ensuite j'ai réalisé que c'était exactement ce dont j'avais besoin. La croissance est inconfortable, ai-je dit. Je la prends. Il a fait une pause. Je prends ma retraite. Officiellement. Je dépose mes papiers le mois prochain. Volontaire, principalement. Mon patron a suggéré que ça pourrait être le moment, et il n'avait pas tort. J'ai fait ce que je pouvais faire dans ce rôle. Tant de faire de la place pour quelqu'un sans mon bagage. Il a souri, triste, conscient de soi. De plus, je suis fatiguée. Fatiguée de combattre les mauvaises batailles, de porter les mauvaises rancunes. Être qu'il est temps de découvrir qui je suis sans l'uniforme. Je ne savais pas quoi dire à ça. Une partie de moi ressentait quelque chose comme de la pitié. Voici un homme dont la carrière se terminait non avec gloire, mais avec une résignation discrète, poussé dehors par ses propres échecs. Une partie de moi sentait que c'était mérité, que les conséquences étaient appropriées. Les deux choses étaient vraies simultanément. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, ai-je dit enfin. J'espère que je découvrirai ce que c'est d'abord. Il a fini son verre, l'a posé sur le plateau d'un serveur passant. Quelqu'un qui dirige avec compétence au lieu d'ego. Quelqu'un qui fait de la place pour les autres au lieu de prendre tout l'oxygène. J'aurais aimé être assez intelligent pour voir ça dès le début. Être que vous emporterez cette leçon avec vous. L'appliquerez où que vous finissiez ensuite. C'est le plan. Il a tendu la main. Je l'ai regardé un moment. Cet homme qui m'avait moqué, diminué, essayé de bloquer ma carrière. L'homme qui reconnaissait maintenant ses échecs et essayait, cependant imparfaitement, d'être mieux. Je lui ai serré la main. « Bonne chance, amiral. À vous aussi, commandé. Bien que quelque chose me dise que vous n'en aurez pas besoin. » Il s'est éloigné, disparaissant dans la foule. Je l'ai regardé partir, sentant quelque chose de complexe et innommable. Pas du pardon, exactement. Ça semblait trop généreux pour les mois de manque de respect et le dommage qui avait ondulé de son comportement, mais de la reconnaissance. La reconnaissance que les gens pouvaient changer, pouvaient grandir, pouvaient confronter leurs pires instincts et choisir quelque chose de mieux. Être que c'était assez. Être que c'était tout ce que quiconque pouvait demander. Le capitaine Lawson est réapparu à mon coude. Il prend sa retraite, j'ai entendu. Mais je ne sais pas, on dirait qu'il a appris quelque chose. Être. Le temps dira si ça colle. Et vous ? Comment allez-vous avec tout ça ? J'ai considéré la question. Mieux. Pas parfait, mais mieux. Je fais un travail qui compte. Fais des changements qui devaient être faits. Certains jours sont plus durs que d'autres, mais je ne porte plus le poids que j'avais avant. Le poids de essayer de se prouver ? Le poids de croire que je devais accepter le manque de respect comme prix d'admission. Je ne crois plus ça. Lawson a levé son verre. Ah ça. J'ai teinté le mien contre le sien.
Autour de nous, le gala continuait. L'élite de la Navy se célébrant, racontant des histoires, construisant des legs. J'en faisais partie maintenant, visiblement et indéniablement, pas comme le token de quelqu'un, pas comme une exception qui prouvait la règle, mais comme une leader qui avait gagné sa place et l'utilisait pour rendre les choses meilleures pour ceux qui venaient après. Ça suffisait. C'était tout. Des années plus tard, pendant une cérémonie au Pentagone, je me suis tenue sur la scène alors que mon nom était lu pour la promotion à Captain. La salle était remplie d'officiers seniors, membres de famille, collègues de toute ma carrière. Mes parents étaient assis au premier rang, mon père dans son ancien uniforme Navy, encore impeccable malgré des décennies de stockage, ma mère essuyant des larmes qu'elle nierait probablement plus tard. Lieutenant commandé Sandra Kane, a annoncé l'officier président, pour service distingué dans l'aviation des opérations spéciales, démontrant un leadership exceptionnel, excellence tactique et engagement inébranlable à la mission. Et par la présente promue au grade de capitaine, United States Navy. L'audience a applaudi. Je me suis avancée alors que le colonel Ice, l'officier du Pentagone supervisant la cérémonie, se préparait à épingler l'insigne nouveau. Dans l'audience, vers le fond, j'ai repéré l'amiral Cole en vêtements civils. Retraité maintenant, plus partie de la famille officielle Navy, mais il était venu quand même. Nos yeux se sont croisés brièvement. Il a hoché la tête, respectueux, reconnaissant, j'ai hoché la tête en retour. Quand ils ont épinglé l'insigne, je n'ai pas pensé à lui, ou à la salle de briefing, ou au rire. J'ai pensé aux missions, le silence avant le décollage, le bourdonnement des moteurs vibrant à travers ma poitrine, le poids de la responsabilité qui venait avec chaque vol. J'ai pensé aux hommes que j'avais ramenés à la maison, les opérateurs qui me faisaient confiance avec leur vie, les pilotes que j'avais formés qui exécutaient maintenant leur propre mission impossible. J'ai pensé au lieutenant Alvarez, qui avait été mon copilote à travers les nuits les plus dures et commandait maintenant sa propre unité d'aviation. Au Chief Miller, retraité mais présent dans l'audience, probablement en train de critiquer le maintien des traditions de la cérémonie. À Lancine Harper, maintenant lieutenant elle-même, volant des ops dans le Pacifique avec la compétence et la confiance que j'espérais avoir instillées. J'ai pensé à Kandahar, à la crête de Helmand, au vent de tempête et visibilité nulle, et la certitude que nous n'allions pas y arriver, suivie du refus obstiné d'accepter cette certitude. J'ai pensé à chaque mission où la compétence avait suffi, où les chances avaient été battues non par des miracles, mais par la préparation, la compétence et l'effort collectif de professionnels faisant leur travail. Le respect n'est pas donné, et il n'est pas pris. Il est gagné dans le noir, quand personne ne regarde. Il est gagné par la constance, par se présenter jour après jour, et faire le travail indépendamment de si quiconque remarque ou s'en soucie. Il est gagné par rendre les autres meilleurs, créer de l'espace pour l'excellence, établir des standards qui élèvent tout le monde autour de vous. La cérémonie s'est conclue avec la réception traditionnelle. Les officiers me félicitaient, partageaient des histoires sur des missions que nous avions volées ensemble, parlaient du futur de l'aviation des opérations spéciales. Je naviguais avec une aisance pratiquée, équilibrant humilité et confiance, reconnaissant les contributions tout en acceptant le crédit où il était dû. Lancine Harper, maintenant lieutenant Harper, s'est approchée avec un groupe de pilotes plus jeunes. Captain Kane, hâtait, elle dit formellement, puis sourit. Ça sonne encore bizarre. Ça semble bizarre, ai-je admis. Donnez-moi quelques semaines. Ce sont certains des nouveaux pilotes tournant à travers l'entraînement avancé, a continué Harper. Ils voulaient vous rencontrer. Ils ont étudié votre approche de la crête de Helmand dans leur cours tactique. Les jeunes pilotes, 3 hommes et 2 femmes, tous dans la vingtaine début, avec la compétence avide de gens qui se sont prouvés mais n'ont pas été testés par un vrai chaos encore, me regardaient avec le même mélange d'émerveillement et de curiosité que j'avais vu d'innombrables fois depuis cette révélation en salle de briefing. La crête de Helmand était il y a longtemps, ai-je dit. Ce qui compte plus est ce que vous apprenez maintenant, comment vous l'appliquerez demain. Mais le vecteur d'approche que vous avez utilisé, a dit un des pilotes masculins, enfilant entre ces lignes de crête et visibilité nulle, c'est impossible sans GPS, et le vôtre était endommagé. Il était endommagé, pas détruit. Nous avions une fonction partielle, et nous avions des cartes de terrain mémorisées,
navigation au compas et calcul de position de base. La technologie rend les choses plus faciles, mais vous ne pouvez pas compter dessus complètement. Que se passe-t-il quand elle échoue? Vous volez à l'instinct, a dit une des pilotes féminines. Vous volez par l'entraînement, ai-je corrigé. L'instinct vous tue. L'entraînement répété jusqu'à ce qu'il soit automatique, pratiqué jusqu'à ce que vous puissiez le faire dans votre sommeil. C'est ce qui vous sauve quand tout va mal. Nous avons parlé un moment de tactique, de l'évolution de l'aviation des opérations spéciales, de l'équilibre entre suivre les protocoles et s'adapter au chaos. Ces jeunes pilotes affronteraient des défis que je n'avais jamais imaginés, voleraient des missions dans des contextes que je ne pouvais prédire. Mais si j'avais fait mon travail, si les systèmes que j'avais aidé à construire et la culture que j'avais travaillé à changer avaient pris racine, ils affronteraient ces défis d'une position d'égalité, jugés sur la compétence plutôt que les démographiques. Alors que la réception se terminait, j'ai trouvé un moment de calme sur un balcon surplombant les terrains du Pentagone. Le soleil se couchait, jetant de longues ombres à travers les terrains de parade. J'ai entendu des pas derrière moi et me suis tournée pour trouver mon père. « Captain Kane » a-t-il dit, voix épaisse d'émotion. « Jamais pensé voir le jour. »« Tu m'as appris à démonter un moteur avant que j'apprenne à conduire, ai-je dit. C'est ta faute. Hilary m'a tiré dans une étreinte. Ta mère est hors d'elle. » Bien sûr qu'elle le fait. Nous sommes restés ensemble en silence confortable, regardant le soleil descendre plus bas. Enfin, il a dit. Tu sais de quoi je suis le plus fier? Quoi? Pas du grade, pas d'émission, bien que celle-là soit incroyable. Je suis fier que tu aies changé les choses, que tu l'aies rendu un peu plus facile pour les gens qui viennent après toi. C'est du vrai leadership. J'ai senti les larmes menacées et les ai repoussées. Je suis encore en train de le découvrir. Nous le sommes tous. Mais tu le fais bien. La cérémonie avait été sur la promotion, sur la reconnaissance, sur l'avancement à travers les grades. Mais la vraie mesure du succès n'était pas l'insigne sur mon col. C'étaient les jeunes pilotes qui étudieraient les tactiques sans qu'on leur dise que leur genre les rend moins capables. C'étaient les commandants qui avaient appris à évaluer la compétence objectivement. C'était le progrès lent et grinçant vers une armée qui jugeait les gens par leurs abilities plutôt que leur démographique. Maintenant, quand les jeunes recrues demandent sur les indicatifs d'appel, je leur dis la vérité. Ce ne sont pas des surnoms, ce sont des promesses. Des promesses que vous vous présenterez quand ça compte, que vous exécuterez quand les conditions sont impossibles, que vous ramènerez les gens à la maison quand tout le monde a abandonné. Reaper Zero était une promesse que j'avais faite une nuit à Kandahar et gardée à travers des centaines de missions depuis. C'était une promesse que j'étendrais à chaque pilote que je formais, chaque opérateur que je soutenais, chaque mission que je commandais. Et chaque fois que quelqu'un dit Reaper Zero, je me souviens du moment où une salle pleine d'hommes a appris que parfois, le soldat le plus discret dans la salle est celui qu'on ne devrait jamais sous-estimer. Je me souviens des années à me prouver, du moment de révélation, du long travail de reconstruire des systèmes qui avaient échoué, non seulement moi, mais d'innombrables autres. Je me souviens que le respect est gagné par la constance, que le leadership est mesuré par les gens que vous élevez, et que le vrai changement vient non d'un moment dramatique, mais de 1000 petits choix pour faire mieux. Le soleil a fini de se coucher, peignant le ciel en nuances d'orange et de violet. À l'intérieur, la cérémonie continuait. Networking, histoire, célébration. Demain, je retournerai au travail avec de nouvelles responsabilités, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités pour façonner le futur de l'aviation des opérations spéciales. Mais ce soir, debout sur ce balcon avec mon père à côté de moi et le poids du nouvel insigne sur mes épaules, je me suis permis un moment de satisfaction. Pas pour ce que j'avais accompli, mais pour ce qui venait ensuite. Pour le travail encore à faire, les systèmes encore à améliorer, les gens encore à soutenir. Un leadership sans intégrité corrompt la mission. Je l'avais vu, combattu, et travaillé à le remplacer par quelque chose de mieux. Ce travail ne serait jamais fini. Mais c'était un travail qui valait la peine. Et j'étais exactement où je devais être pour le faire. L'appel est venu un mercredi matin, 3 ans dans mon commandement. J'étais en train de revoir les horaires de vol, quand mon assistant a frappé à la porte du bureau. « Captain, vous avez une visiteuse. Dit que c'est personnel. » J'ai levé les yeux de la paperasse. « Qui ?» ?»« La fille de l'amiral Cole, Emily Cole. » Je n'avais pas entendu ce nom depuis des années.
Cole lui-même était décédé 6 mois auparavant. Crise cardiaque, soudaine et finale. J'avais envoyé des fleurs à l'enterrement, mais n'y avais pas assisté. Notre relation s'était terminée à ce gala des années auparavant, avec une poignée de main et une compréhension mutuelle. J'avais assumé que c'était le dernier chapitre, faites-la entrer. La femme qui est entrée était dans la mi-vingtaine, portant des vêtements civils, jeans et un sweatshirt navy. Elle avait les yeux de son père, cette même intensité, mais quelque chose de plus doux dans son expression. Elle serrait un dossier en cuir contre sa poitrine comme une armure. Captain Kane, merci de me recevoir. Je suis Emily Cole. Je sais que c'est inattendu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je ai indiqué la chaise en face de mon bureau. Je suis désolée pour votre père. Merci. Elle s'est assise, tenant toujours le dossier. Je ne sais pas comment commencer ça. Commencez n'importe où. Prenez votre temps. Elle a pris une respiration. Mon père parlait beaucoup de vous dans ces dernières années. Après sa retraite, il faisait du consulting, développement de leadership, programme de transition militaire. Mais en privé, il tenait des journaux. Réflexion sur sa carrière, ses erreurs, leçons qu'il souhaitait avoir apprises plus tôt. Elle a placé le dossier sur le bureau. Il m'a demandé de vous donner ça. Après sa mort, il était très spécifique là-dessus. J'ai regardé le dossier, mais ne l'ai pas touché. Qu'est-ce que c'est, des lettres? Pour vous, il les a écrites sur 2 ans, mais ne les a jamais envoyées. Il a dit que vous aviez gagné le droit de connaître l'histoire complète, mais il ne voulait pas vous en charger pendant qu'il était vivant. Il avait peur que ça semble comme s'il demandait un pardon qu'il ne méritait pas. Ma gorge s'est serrée. Émilie, je les ai lues, a-t-elle interrompu. Il m'a dit que je pouvais. Elles sont sur les hommes qu'il a perdus, sur ses échecs, sur vous, sur comment vous rencontrer a changé sa compréhension du leadership. Il vous appelait la meilleure officier avec qui il avait servi, même si vous n'étiez jamais techniquement sous son commandement. Elle a poussé le dossier vers moi. Je pense qu'il avait besoin que vous sachiez ça, que vous comptiez, que ce que vous avez fait, pas juste dans l'émission mais comment vous l'avez géré, a fait une différence. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur étaient des lettres manuscrites, pages d'ailes, l'écriture angulaire distinctive de Cole remplissant chaque feuille. La première était datée 2 mois après sa retraite. Commandé Kane, j'écris ça en sachant que je ne l'enverrai probablement jamais. Lâcheté, peu, être, ou respect pour les limites que vous avez fixées. Mais j'ai besoin de dire ces choses, même si seulement au papier. Les hommes que j'ai perdus, Johnson et Peters, me hantent encore. Pas parce que je les ai échoués tactiquement, mais parce que j'ai laissé leur mort empoisonner tout ce qui est venu après. J'ai fait de leur sacrifice sur ma douleur, au lieu de leur service. J'ai arrêté de lire, levé les yeux vers Émilie. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas juste laisser reposer? Parce qu'il voulait que vous sachiez que les gens peuvent changer. Que la responsabilité n'est pas juste sur la punition ou les conséquences. C'est sur devenir mieux. Il a passé ces dernières années à essayer d'être mieux. Enseignant aux jeunes officiers, plaidant pour l'équité dans le leadership militaire, encadrant les femmes et les minorités, entrant dans les opérations spéciales. Il ne l'a jamais fait publiquement, n'a jamais pris de crédit. Il disait qu'il ne méritait pas de crédit pour faire ce qui aurait dû être de la décence de base. Je connais une partie de ce travail, ai-je dit doucement. J'ai entendu qu'il aidait les vétérans à transitionner vers des rôles de leadership civil, qu'il était bon là-dedans. Il l'était. Il y a trouvé un but. Mais il disait toujours que son vrai échec n'était pas de perdre ses hommes ou de vous traiter mal, c'était de ne pas apprendre la leçon plus tôt. Ne pas comprendre que le leadership signifie élever les autres, pas protéger son propre ego. Elle s'est levée. Je devrais y aller. Je voulais juste livrer ça. Il m'a demandé de vous dire une chose de plus. Quoi donc? Il a dit « Dites à Reaper Zero qu'elle avait raison. Les discrets sont ceux qui changent tout. » Emily a souri, triste mais génue. Il voulait que ce soit le plus haut compliment. Après son départ, je suis restée seule avec les lettres. Je ne les ai pas toutes lues. Ça semblait quelque chose pour plus tard, pour des moments privés où je pouvais processer le poids complet de ce que Cole avait porté. Mais j'en ai lu assez pour comprendre que son voyage n'avait pas terminé avec notre conversation au gala. Il avait continué, approfondi, devenu quelque chose de plus que juste reconnaître des erreurs. Il était devenu un avocat. Discrètement, sans fanfare,
Il avait passé ces dernières années à essayer de construire les systèmes qu'il avait autrefois minés, travaillant avec des programmes de leadership militaire pour adresser les biais inconscients, encadrant des officiers féminines entrant dans les opérations spéciales, écrivant des lettres de recommandation pour des candidats qui lui rappelaient moi, compétent, négligé, méritant des opportunités qu'on ne leur donnait pas. Une lettre détaillait une confrontation qu'il avait eue avec un officier senior qui avait fait des commentaires dédaigneux sur une candidate SEAL féminine. Cole avait apparemment dit à l'officier: « J'ai passé des années à être ce genre de stupide. Croyez-moi, ça ne finit pas bien. Soit soutenez-la équitablement, soit dégagez du chemin. » La candidate avait gradué première de sa classe. Une autre lettre décrivait une présentation qu'il avait donnée au Naval War College sur les échecs de leadership. Il s'était utilisé comme l'étude de cas principale, anonyme mais reconnaissable pour quiconque connaissait l'histoire. Comment l'ego et les préjugés compromettent l'efficacité de la mission était le titre. Il avait disséqué les erreurs exactes qu'il avait faites avec moi, décomposant les mécanismes psychologiques qui l'avaient mené à écarter une compétence qu'il aurait dû reconnaître. J'ai réalisé que le Lex de Cole était plus complexe que je ne l'avais compris. Oui, il avait échoué. Oui, il avait causé du dommage. Mais il avait aussi fait le travail le plus dur. Changer réellement, grandir réellement, utiliser ses erreurs pour aider les autres à éviter des échecs similaires. Ça n'effaçait pas ce qu'il avait fait, mais ça comptait. J'ai pensé aux jeunes officiers que j'avais encadrés, aux systèmes que j'avais travaillé à changer, aux changements de culture pour lesquels j'avais lutté. Ce travail n'avait pas eu lieu en isolation. Il avait eu lieu aux côtés de gens comme Cole, des gens qui avaient gravement merdé, mais avaient choisi d'être partie de la solution plutôt que de continuer à être partie du problème. Être que c'était la vraie leçon. Que la responsabilité n'était pas binaire, bons gens contre mauvais gens. C'était sur ce que vous faisiez après avoir réalisé que vous aviez tort, si vous défendiez vos erreurs ou appreniez d'elles, si vous utilisiez votre influence restante pour perpétuer le mal ou pour empêcher les autres de le répéter. J'ai placé les lettres soigneusement dans le dossier et les verrouillées dans le tiroir de mon bureau. Un jour, je les lirai toutes, les processerai pleinement, être même partagerai certaines leçons avec des officiers que j'entraînais. Mais pour l'instant, c'était assez de savoir que le travail continuait imparfaitement, à travers des gens imparfaits essayant de faire mieux, une décision à la fois. Les mots du Chief Miller me sont revenus. La résistance signifie que tu pousses des limites qui ont besoin d'être poussées. Continue. La résistance était encore réelle. Mais la poussée fonctionnait. Lentement, progressivement, l'armée devenait un endroit où la compétence comptait plus que les démographiques, où l'excellence discrète était reconnue sans besoin de révélations dramatiques, où la prochaine génération de pilotes n'aurait pas à lutter aussi dur que moi, juste pour être prise au sérieux. Ce soir-là, je suis restée tard dans mon bureau, travaillant sur une révision de curriculum d'entraînement. Dehors ma fenêtre, de jeunes pilotes menaient des opérations de nuit, leur lumière de course visible contre le ciel sombre, leur bavardage radio occasionnellement audible à travers ma fenêtre ouverte. Une des voix était le lieutenant Harper, maintenant instructrice elle-même, enseignant au groupe suivant d'opérateurs comment voler à travers des conditions impossibles. Restez concentrés sur les instruments, l'ai-je entendu dire. La météo se fiche de votre courage. Elle se soucie de votre compétence. Faites confiance à votre entraînement. Bon conseil. Le même conseil que je lui avais donné. Les mêmes fondamentaux qui m'avaient porté à travers Kandahar et la crête de Helmand, et chaque mission depuis. Compétence, constance. Et le refus obstiné d'accepter que certaines choses étaient impossibles. J'ai souri et suis retournée à mon travail. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux officiers à former, de nouveaux systèmes à améliorer. Mais ce soir, écoutant la prochaine génération exécuter parfaitement, j'ai ressenti quelque chose de rare et précieux. La satisfaction. Pas dans ce que j'avais accompli seul, mais dans ce que nous avions construit ensemble. Un legs non d'héroïsmes individuels, mais de progrès collectif. Non d'une pilote gagnant le respect, mais d'un système apprenant à le donner équitablement. Ça valait tout. C'était la mission qui comptait le plus. Et contrairement aux vols qui finissent éventuellement, cette mission continuerait longtemps après que je sois partie, portée en avant par chaque pilote que j'avais formé, chaque officier que j'avais encadré, chaque personne
qui avait appris que la vraie force réside non dans dominer les autres, mais dans les élever. Le travail n'était jamais fini, mais il était exactement où il devait être. Avez-vous déjà eu un moment Reaper Zero, quand la salle a enfin réalisé qui vous êtes? Qui vous a sous-estimé et comment l'avez-vous géré? Laissez votre histoire dans les commentaires. Si vous reconstruisez le respect à vos termes, aimez, abonnez-vous et partagez ça avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce. Nouveau chapitre chaque semaine. On se voit dans la prochaine mission.